va commencer. Alors, je vous l'avais promis, je suis avec Jean-Paul Delevoye qui va nous parler d'innovation. Jean-Paul, vous allez même nous parler de notre relation à l'innovation. On va devoir changer, je crois. Je n'en dis pas plus. On vous écoute, la scène est à vous. Merci à vous, merci. Est-ce que ça marche? Oui. Oui. Merci à Frédéric pour son invitation. Merci au président Bertrand et au président Mott, je reviendrai sur deux aspects, et surtout merci à Madame l'ambassadrice d'Israël. Je voudrais attirer votre attention sur deux ou trois points qui vont nécessiter, nous sommes dans un salon de la robot numérique, nous sommes dans un salon de la technologie des professionnels. En réalité, la difficulté, c'est nous sous-estimons l'apport de la technologie qui change la géopolitique. Il n'y aurait pas de grande surface s'il n'y a pas de congélateur. Et les Américains ont pu créer l'Organisation mondiale du commerce en 1945 pour deux technologies. Le téléphone qui a augmenté la circulation d'informations et les containers qui baissaient le prix du transport. Donc nous sommes dans un moment où, paradoxalement, le numérique qui est partout est en train de créer une métamorphose. Or, paradoxalement, les usages l'emportent sur les pensées et les entrepreneurs technologiques et numériques vont bien plus vite que souvent les décideurs politiques qui sont entrés plutôt dans la résistance. Et ce qu'a dit le président Mott ce matin est un élément important. Nous sommes aujourd'hui, paradoxalement, dans une difficulté majeure sur le plan de la culture politique européenne. Nous ne sommes pas aspirés par le futur, nous sommes écrasés par le futur. S'il n'y a pas de gourmandise du futur, s'il n'y a pas d'appétence sur les espérances nouvelles que peuvent nous apporter les technologies, nous allons continuer à nous déchirer sur un passé et même à nous souffrir sur des cicatrices du passé. Et donc aujourd'hui, on voit bien que la technologie robot numérique n'est pas uniquement une amélioration des services, c'est probablement une révision culturelle majeure. Au lieu de pleurer sur le présent, nourrissons des espérances du futur. Le deuxième élément qui est une pathologie européenne par rapport à le reste du monde, c'est qu'il y a 25 ou 30 ans, quand le président Carter a vu arriver les généraux américains qui lui ont dit « Nous avons inventé une technologie permettant de garantir les circulations d'informations malgré une bombe atomique », le président Carter a réuni un aspect stratégique autour de lui pour dire, les militaires, les universitaires, Silicon Valley, les financiers, les élus, en disant « J'ai qu'une question à vous poser. Une technologie nouvelle est en train d'émerger. Comment cette technologie peut conforter la place numéro 1 des États-Unis sur le plan militaire et sur le plan économique ? En France et en Europe, nous avons une vraie difficulté, c'est que nous considérons la technologie comme l'objectif et non pas comme un moyen. Et résultat, à défaut de confondre la stratégie, que permet la technologie et quel est le projet que nous nourrissons par rapport à cela, nous avons des discours d'un certain nombre d'élus que je respecte profondément qui me disent « on a mis des tablettes numériques ». Et la satisfaction est grande. Et la question, c'est mais quelle est la nouvelle pédagogie que peut permettre le tableau numérique? Et si je dis cela, Xavier Bertrand l'évoquait ce matin, sur le continent numérique mondial, 80% américains, 20% chinois, 0% européens et 3% de la capitalisation boursière au monde des entreprises numériques sont uniquement européennes. Donc nous avons un formidable défi. Le troisième défi, et Xavier l'a probablement montré ce matin par les décisions du Conseil régional. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, dans ce monde nouveau qui est en train d'apparaître, il n'y a pas une opposition entre le financement privé et le financement public. Toutes les start-up américaines ont été financées par un partenariat entre l'argent public et l'argent privé. Mais ça veut dire que si nous n'avons pas une révision, une inversion, un changement de notre état d'esprit, nous risquons de passer à travers ce nouveau monde qui est plein d'espérance, mais en même temps plein d'interrogations. Et je donne 2, 3
pistes sur lesquelles il va falloir que nous révisions notre façon de penser. D'abord, c'est notre ambition. Discours de Frédéric, discours du président Xavier Bertrand. Dans la tête d'un Américain, lorsqu'il crée une start-up, il n'a qu'une obsession, qu'un objectif d'être numéro 1 mondial. En France, on crée une start-up, on n'a qu'une ambition d'être acheté par un Américain au bout de 3 ans. Donc je suis un peu provocateur, mais je veux dire qu'aujourd'hui, dans la tête de celles et ceux qui s'investissent, aujourd'hui, il n'y a plus de limite de l'espace, il n'y a plus de limite dans l'ambition, et on peut conquérir le monde. Mais ça veut dire que dans le rapport nouveau au temps, à l'espace et à l'autre, nous avons aujourd'hui à construire la culture du risque en France, d'avoir une fiscalité qui privilégie l'investissement plutôt que la rente, d'avoir le droit à l'erreur, d'investir dans la recherche et le développement. Si la société dans laquelle nous rentrons est la société de l'innovation et de l'intelligence, 50% des chercheurs au monde sont américains et sont chinois, et nous sommes en train d'avoir encore un éparpillement des chercheurs au niveau de l'Europe. L'on voit bien que nous allons passer d'une société du contrôle à la société de la régulation. Et le monde dans lequel nous sommes entrés est un monde illisible, un monde imprévisible, un monde incertain, et donc un monde anxiogène. Et l'on voit bien que l'avenir n'appartiendra pas ni aux plus anciens, ni aux plus puissants, ce qui était la quête permanente des dirigeants. On cherche à être le plus puissant possible. Mais en réalité, le monde n'appartiendra ni aux plus puissants ni aux plus anciens, mais à celles et ceux qui sauront s'adapter et se remettre en cause. Et c'est là où on voit bien que le numérique est en train de poser un redoutable défi pour le monde politico-administratif. Dans l'entreprise, chaque seconde, la question est posée et lancinante, qu'est-ce que je dois remettre en cause pour être adapté à l'évolution, à ma concurrence, aux nouvelles technologies? Dans le monde politico-administratif, chaque seconde, c'est qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être secoué. Dans le monde économique, on cherche l'intelligence pour être challengé. Dans le monde politique, l'intelligence est un concurrent qu'il faut parfois éliminer. Et donc, nous avons à corriger notre relation au pouvoir. Et l'on voit bien que c'est quelque chose qui est totalement fascinant parce qu'au moment où le numérique fait disparaître les frontières, plus personne ne maîtrise la circulation des capitaux. Un trader haute fréquence fait 27 000 opérations par seconde. Plus personne ne maîtrise la circulation des idées. Plus personne ne maîtrise la circulation des hommes. Plus personne ne maîtrise la circulation des marchandises. Ce qui veut dire que nous qui sommes encore campés dans une lecture territoriale des choses, un prince, une religion, un territoire, tout ceci est en train d'exploser parce qu'il ne faut plus gérer les richesses d'un territoire, il faut mettre une politique qui attire l'intelligence du monde. Et l'on voit bien que dans le rapprochement entre Israël et la région des Hauts-de-France, et dans le discours que j'ai cru comprendre, Xavier, la vraie question, ce n'est pas de challenger les richesses d'intelligence, c'est de dire quelle est la politique régionale ou nationale ou européenne que je dois mettre en œuvre pour que les capitaux du monde entier aient envie d'investir chez moi, et pour que les jeunes du monde entier aient envie d'investir chez moi. Et l'on voit bien que passer de la gestion à l'attractivité est une autre approche des politiques publiques. Mais ça veut dire qu'en réalité, nous sommes aujourd'hui en train de devoir des défis redoutables. Les défis redoutables, c'est la localisation de la valeur ajoutée. Et nous voyons bien qu'à l'échelle de la planète, cette espèce de course permanente à l'abaissement de la fiscalité pour attirer les entreprises est une course redoutable parce qu'en abaissant les ressources publiques, on permet quelquefois de diminuer les potentiels d'amorçage d'un certain nombre d'innovations qui devront avoir, comme la NASA ou la défense américaine, un certain nombre de frais d'amorçage avec le caractère privé. Et c'est quelque chose sur lequel nous devons être attentifs parce qu'en même temps, il y a une autre valeur ajoutée qu'il va nous falloir localiser, c'est que l'on voit bien que nous avons des services gratuits comme Wikipédia, TripAdvisor, dans lesquels les fournisseurs apportent leur contribution de façon gratuite, mais enrichissent de façon extraordinaire des sites de caractère privé. Et l'on voit bien que le numérique ne doit pas inquiéter les politiques. Il doit simplement
accroître la vigilance des politiques, comme le discours que j'ai entendu ce matin de Xavier et de Frédéric, sur le fait de dire quelle est la bonne question que je dois me poser plutôt que d'essayer d'avoir des réponses. Et pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes dans un moment où nous risquons de voir une crispation des structures qui génèrent généralement du pouvoir, pouvoir politique, pouvoir associatif, pouvoir des chambres consulaires, car la France préfère la jouissance du pouvoir à l'exercice du pouvoir. Or, la vraie responsabilité des hommes politiques, c'est celle de Winston Churchill qui disait la différence entre un homme d'État et un homme politique, c'est que l'homme politique prépare sa prochaine élection, l'homme d'État prépare sa prochaine génération. Et donc la question de fond, mais qui est difficile, y compris dans l'entreprise, dans toute instance de pouvoir, est-ce que nous sommes prêts à donner comme priorité l'adaptation de notre structure au monde nouveau qui est en train de s'ouvrir, ou est-ce qu'on demande au monde nouveau de s'adapter à ma structure? Et l'on voit bien que dans la deuxième idée de la circulation des idées, plus personne ne maîtrise la circulation des idées. Nous avons deux redoutables défis. Plus les idées circulent, plus elles sont accessibles, plus on doit aiguiser les consciences, éveiller le sens critique. Nous voyons bien que tous nos systèmes éducatifs doivent être basés sur éviter à nos jeunes enfants et aux adultes que nous sommes, paradoxalement, au nom d'une liberté individuelle jamais atteinte depuis le départ de l'humanité, en réalité, d'être des esclaves modernes, avec un esclavage d'autant plus redoutable que nous allons nous livrer dans les chaînes invisibles de façon extrêmement volontaire. Je dis par exemple la grande bataille mondiale sur la gestion des banques de données. Le pouvoir n'est plus dans la gestion des ressources, il est dans l'exploitation des banques de données. Et l'on voit bien cette bataille américaine et chinoise, qui est passée un peu d'ailleurs à côté, c'est que les Chinois viennent de remporter la bataille des supercalculateurs qui étaient livrés aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Et les Chinois viennent de sortir un supercalculateur, malgré le veto américain qui refusait de leur fournir des process. Le supercalculateur américain chinois est 5 fois supérieur au plus puissant du supercalculateur américain. Il est à 33 pétaflops, c'est-à-dire 33 millions de milliards d'opérations par seconde. Et l'on voit bien que l'Europe est absente de cela. Et l'on voit bien que si nous sommes en train de réfléchir à cela, à quoi servent les banques de données? À nourrir l'économie comportementale que toute entreprise de caractère commercial est en train de mettre en œuvre. Qu'est-ce que je dois mettre comme information pour orienter la consommation de mon futur client? Mais l'on voit bien que les partis politiques sont aujourd'hui en train de s'emparer des logiciels pour modifier le vote des électeurs pour l'économie comportementale. Et l'on voit donc bien que l'enjeu couvre le robot numérique. C'est est-ce que nos choix seront libres ou est-ce que nous serons prisonniers d'émotions fabriquées par les autres? Et l'on voit bien que l'enjeu de notre système éducatif n'est pas d'offrir des plateformes numériques, des tablettes numériques, c'est de faire en sorte que nous révisions complètement notre objectif politique, qui n'est pas l'acquisition des connaissances, que nous pouvons avoir par quelques secondes et quelques clics, nous pouvons avoir les connaissances partout dans le monde, c'est en réalité, est-ce que nous pouvons retrouver l'analyse critique? Est-ce que c'est la bonne information? Est-ce que c'est la bonne connaissance? Sinon, le monde de demain sera prisonnier de celles et ceux qui sauront fabriquer des émotions. Et lorsque l'on voit les chercheurs américains être en train de s'interroger sur la façon dont le Brexit a pu, le lendemain même, nourrir des leaders politiques qui ont dit « mais moi qui étais pour ou qui étais contre, j'ai sorti de faux arguments ». De voir M. Trump aujourd'hui remettre complètement en cause son discours électif et son discours de futur président. Et les chercheurs américains nous disent « est-ce que nous ne sommes pas rentrés dans la démocratie paste-vérité » où le clic l'emporte sur le fond, le bruit l'emporte sur le fond, et sur le fait qu'une rumeur agréable à mon oreille sera bien plus préférée par moi qu'une vérité validée scientifiquement. Et en France, on a déjà ce type de débat. Pourquoi les Français sont moins tentés par la vaccination quand toutes les autorités médicales disent que la vaccination est importante? Et pourquoi nous assistons aujourd'hui à des éruptions émotionnelles que l'on voit dans la primaire de droite, mais que l'on peut voir dans la primaire, dans la montée du populisme à l'échelon de la planète,
c'est parce que nous sommes dans un moment où, ayant abaissé le niveau de connaissance, parce que l'on a confondu l'information et la connaissance, le numérique est en train de développer des torrents d'informations chez des hommes et des femmes dont on n'a pas aiguisé l'accès à la connaissance. Et l'on voit bien que cette absence de sens critique, cette absence de recul par rapport à l'instantanéité du moment est probablement le défi sociologique le plus lourd à relever. J'avais été très frappé que des études chez Microsoft indiquaient que nous sommes aujourd'hui dans l'infobésité. L'infobésité, c'est-à-dire que nous avons trop d'informations. Qu'ils ont estimé que nous avons perdu 10 points de quotient intellectuel parce que nous n'avons plus la capacité d'analyser l'information. Nous sommes tous obsédés par la lecture de nos mails. Et nous sommes tous en train de surfer sur une information, pas de l'approfondir, pas de construire des convictions. Et il disait, et je me permets de vous donner ces 3 conseils, nous devrions, dans ce monde où l'accélération du temps est en train de survaloriser le présent au détriment de toute autre considération sur la prospection, essayer de retenir ces 3 conseils. Premier conseil, rien que. Combien de minutes par jour allez-vous vous imposer de ne faire qu'une chose à la fois? Quand vous regardez nos jeunes, ils discutent avec vous, ils regardent la télé, ils tchatchent, etc., etc., etc. La deuxième chose, vous qui êtes en responsabilité, combien d'heures par mois allez-vous faire un pas de côté? Un pas de côté. Dans cette formidable accélération des flux, quel est le pas de côté qui vous... C'est le pas de côté qui vous permet de voir la direction dans laquelle nous allons. Les Américains disent, nous avons quitté une économie mondiale à fond plat, avec de très gros paquebots qui stabilisent l'opinion, qui stabilisent les pouvoirs, qui stabilisent le système. Nous venons de rentrer dans le numérique par une descente de torrent. Plus personne ne peut garantir, plus aucun dirigeant, plus aucun chef d'entreprise, plus aucun chef de famille ne peut garantir la stabilité du paquebot. Le zodiaque va tourner dans tous les sens. Mais dans ce cas-là, quelle est l'importance? C'est de garder un cap. Et nous voyons bien que le pas de côté vous permet de vérifier le cap. Et l'autre aspect, c'est la relation au corps. Si je dis cela, c'est que nous voyons bien que nous sommes en train d'être dominés potentiellement par la technologie, au détriment du projet. Et la différence qu'il y a entre un leader et un manager, c'est qu'un manager, il gère un problème, un leader, il donne envie. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, nous avons trop de managers et nous n'avons pas assez de leaders. Et je vous interpelle sur cette formidable interpellation de Martin Luther King. Est-ce que Martin Luther King vous a dit « j'ai un plan » ? Il a dit non. Il a dit « j'ai un rêve ». Et l'on voit bien que si sur le numérique, vous avez un plan, vous passez à côté du rêve. Et je crois que cet élément qui va nous amener à devoir probablement revisiter complètement notre façon de la relation au pouvoir. Si nous acceptons que au départ de l'humanité, nous étions dans une exploitation des ressources du sol, avec une société agricole qui était basée sur le besoin et qui était faite par une promesse spirituelle qui acceptait un quotidien difficile. Nous sommes passés dans une société industrielle où l'on exploitait le sous-sol, où le spirituel l'avait remplacé par le matériel et j'acceptais un quotidien difficile parce que j'avais une plus-value matérielle. Nous rentrons dans une société de l'optimisation des cerveaux qui fait que l'on va passer du besoin qui crée des insatisfactions à l'envie qui crée des frustrations, à le développement de nos cerveaux qui va créer cette société de l'intelligence qui va nous obliger à réfléchir au sens. Et l'on voit bien que cette lecture nouvelle nous porte un regard au temps, à l'espace et à l'autre, qui est probablement le défi politique des sociétés modernes. Le défaut du temps, c'est que nous allons probablement devoir relever un défi redoutable au moment où nos idéologies politiques sont remises en cause. Les ultralibéraux pensaient à l'autorégulation du marché, développement des inégalités, contestation. Les ultra-keynésiens de gauche pensaient que l'injection des capitaux allait augmenter la croissance. Les banques centrales viennent passer de 6% du PIB à 30% du PIB mondial d'injection monétaire et de création monétaire.
pas de croissance économique, pas de croissance des prix, ça veut dire une croissance artificielle des actifs. Et l'on voit bien que nous sommes dans un moment où les croyances religieuses vont être remises en cause. Parce que les croyances religieuses, par ce flux d'informations qui circulent, fait qu'aujourd'hui, on est en train de découvrir que Dieu n'a peut-être pas créé l'homme. Mais nous voyons bien que si le robot est en train de déstabiliser le travail, l'angoisse, c'est qu'il ne faudra pas protéger l'emploi. L'emploi est voué à disparaître et à renaître. Il faudra protéger le salarié dans son parcours de vie. Et l'on voit bien que si la famille elle-même est remise en cause, si toutes nos institutions socialisantes traditionnelles sont fragilisées, qu'est-ce qui nous permet de vivre ensemble avec nos différences? Et Régis Debray nous apporte une réponse, il faut quelque chose qui nous dépasse. Les causes transcendent les peuples, les intérêts les déchirent. Or, l'on voit bien que le numérique est aujourd'hui, par une vision trop étriquée des choses, d'exacerber nos intérêts et donc nos conflits territoriaux, générationnels, politiques, identitaires. Alors qu'en réalité, nous avons peut-être devant nous la possibilité, à un moment donné où nous voyons la disparition des princes mais l'émergence des marchands, la question qu'est-ce qui va réguler le monde de demain? Est-ce que ce sont encore les États-nations? Est-ce que ce sont les entreprises multinationales? Est-ce que ce sont les mégalopoles? Le vrai sujet, c'est qu'en fin de compte, nous sommes dans une inversion des choses. Big is beautiful est en train de disparaître, car d'ici, nous sommes dans la société de l'intelligence, nous sommes dans la société de l'innovation. Et le paradoxe de la France, c'est que si l'Allemagne, son obsession du collectif fait sa force, si en Angleterre, son obsession du résultat fait sa capacité à peser sur les choses, la force de la France, c'est sa contestation et son innovation reconnue à l'échelon de la planète, sauf chez nous. Pourquoi? Parce que le meilleur système qui a été mis en place par des chercheurs américains, c'était le mixte entre les capitaux disponibles, entre des ingénieurs capables de développer des process, mais surtout par des contestataires. Si vous regardez l'organigramme Israël, c'est la place aux contestataires. Israël a dit « je veux être la start-up d'Achion sur le plan de la défense ». Des centaines de milliards se déversent. Mais ça veut dire, comme le disait Dan tout à l'heure, c'est que quelqu'un peut venir voir son décideur en disant « je ne suis pas d'accord ». Or, en France, il faut que l'élève plaise au professeur, pas qu'il conteste le professeur. Il faut que le salarié séduise son patron et obéisse à son patron. Nous sommes encore dans la culture de l'obéissance. L'innovation est une contestation qui réussit. S'il n'y a pas de contestation, il n'y aura pas d'innovation, il n'y aura simplement qu'une amélioration du process. Or, le monde de demain est un monde qui remet en cause notre façon de voir, notre façon de penser, notre souci de passer d'une obéissance à une adhésion. Comment faire en sorte que l'élève ait envie d'apprendre? C'est tout le problème de la formation continue. En France, on a le culte du diplôme et on se croit intelligent dès qu'on a un diplôme. Alors que l'innovation est en train de changer à toute vitesse et on reste médecin tout au long de sa vie sans même avoir le goût de se former parce qu'on a l'impression de perdre du temps. Et on voit bien que cette remise en cause des états d'esprit est quelque chose de fascinant. Il faut aimer à travailler, il faut aimer à apprendre. Et l'on voit bien que si on est dans cette société d'intelligence, notre regard sur l'autre va changer. Nous sommes dans une stratégie de l'échec en France pour satisfaire le puissant. Si tu échoues à l'école, t'es nul. Si ta femme est partie, t'es nul. Si tu as déposé le bilan, t'es nul. Si tu n'as pas de Rolex, t'es nul. Dans la société de l'intelligence, ce qui est important, ce n'est pas la destruction de l'individu qui jouit de ma supériorité parce que je mets en place le sentiment de l'infériorité, c'est qu'en fin de compte, on change complètement le regard. Et ça pose tout un projet politique nouveau. L'élève qui échoue n'est pas un raté, c'est une intelligence qu'on n'a pas su mobiliser. Le chômeur, c'est une intelligence mobilisable. Le retraité, c'est une intelligence disponible. La femme au foyer, c'est une intelligence disponible. Et si vous acceptez ce principe-là, l'obligation de chaque dirigeant, de chaque leader politique, de chaque enseignant, c'est comment faire en sorte d'optimiser la potentialité de chacun. Mais vous regardez, dans un moment où nous sommes en train de voir la révolte des humiliés se mettre en place, car si les Allemands ont voté Hitler, c'est parce qu'ils étaient humiliés par le traité de Versailles. Mais dans un système économique où nous sommes peut-être en déclin, voire en désintégration de l'Europe, nous voyons bien qu'aujourd'hui, vous faire savoir qu'à 40 ans, vous perdez votre emploi et sans perspective, si ce n'est qu'un stage auquel personne ne croit,
que quand vous êtes à Bac+7, vous êtes payé au SMIC, que vous n'êtes pas capable d'avoir un appartement et de rester chez vos parents à 35 ans, qu'à 70 ans, vous êtes inutile, vous n'êtes pas malheureux, vous êtes humilié. Et quand on met l'humiliation dans le cœur d'un homme, on crée une violence qui se retourne contre lui ou contre le système. Et l'on voit bien que paradoxalement, cette formidable espérance numérique fait qu'on peut offrir à chacun la possibilité non pas d'être consommateur de son présent, mais d'être acteur de son quotidien. Et de pouvoir faire en sorte que l'hyperproductivité passera par l'hyperconnectivité. Et donc l'on va passer de la société de la performance à la société de l'épanouissement, de la société de l'acquisition qu'on ne pourra plus avoir par la croissance ralentie à la société du partage. Et que dans cette économie de la connaissance, quand je partage quelque chose à quelqu'un, je m'enrichis, quand j'échange avec quelqu'un, j'équilibre l'échange. Et l'on voit bien que donc il n'y a pas de limite à la potentialité de l'intelligence. Et que ce qui est certain, ce que disait aussi M. Xavier Bertrand tout à l'heure, paradoxalement sur les limites. Nous voyons bien que le monde d'aujourd'hui est un monde fascinant. C'est un monde dans lequel nous avons tous été dans l'obligation de rechercher le recul des limites. Je veux aller sur Mars. Je veux vivre 100 ans. On voit bien qu'aujourd'hui, le débat de demain, c'est quelles sont les limites à ne pas franchir. Et là, j'interpelle le politique. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir que le juridique est en train de l'emporter sur le politique. Et que les vraies batailles politiques sont cachées. Heureusement que la Cour suprême des États-Unis, à une voix près, a indiqué que ce qui venait de la nature n'était pas brevetable. Sinon, nous étions complètement aux mains d'un certain nombre d'entreprises qui maîtrisaient le monde. On voit bien qu'aujourd'hui, dans les négociations internationales, ce n'est pas les enjeux politiques, c'est les enjeux juridiques qui vont l'emporter. Et c'est quelque chose qui est totalement fascinant. Parce que les limites qui reculent sur le plan de la biologie, sur le plan de la génétique, sur le plan des ciseaux moléculaires, sur le plan qu'aujourd'hui on est en train de regarder comment reculer le temps de sommeil nécessaire, comment augmenter la capacité de raisonnement. Nous sommes dans un moment fascinant où nous sommes à la lettre B des neurosciences et l'on voit bien ce que nous dit Boris Cyrulnik, c'est que l'inné n'existe plus, mais l'environnement est important. Et je donne un seul exemple de réflexion politique. Quand vous regardez que 85% du caractère est fait de 0 à 5 ans, qu'un enfant qui est massacré dans ses premières années, il a 400 mots à la maternelle, 4000 mots s'il est dans un milieu affectif. On voit bien que l'appétence à l'apprentissage par le numérique fait que vous avez un enfant qui est condamné, qui sera violent, ou un enfant qui optimisera sa potentialité d'intelligence par la connexion et la connectivité. Et ça veut donc dire que nous avons une relation au pouvoir qui est nouveau. Nous avons une relation à l'investissement de la potentialité de l'intelligence qui est magnifique. Et l'on voit bien qu'à ce moment-là, le numérique n'est qu'une technologie autour d'un rêve politique, d'un rêve de société, dans lequel le moment est extrêmement important, car pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous percevons la fragilité de la nature, ce qui est le renversement de notre philosophie Descartes. L'homme est fait pour dominer la nature. Là, avec 15 ans de débat scientifique, on perçoit la fragilité de la nature, mais on perçoit aussi la fragilité de l'humain. Car paradoxalement, nous ne sommes plus dans une société de main-d'œuvre, nous sommes dans une société de cerveau d'œuvre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, combien d'heures par jour vous préoccupez-vous de la fatigue psychique de votre cerveau? Aucune. Parce qu'en France, on est culpabilisé dès qu'on a l'impression de ne rien faire. Et nous sommes devant des moments très compliqués, car nous sommes des ingénieurs, des cartésiens, on a besoin de mettre les gens dans les cases, dans des normes. T'es vieux, t'es pas vieux, t'es handicapé, t'es pas handicapé, t'es chômeur, t'es actif. Alors qu'en réalité, la lecture du temps serait une lecture confusionnelle et non plus chrétienne, judéo-chrétienne. Vous savez, à chaque fois, on a des séquences, 0-4 ans, jeune ado, ado, jeune adulte, adulte, jeune, vieux, 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 très vieux. Et on a des politiques publiques qui sont par rapport à ces séquences. Le temps confuséen, en réalité, c'est une transformation continue du temps. C'est-à-dire, quelle que soit l'étape de votre vie, vous avez un potentiel. On peut être investisseur à 90 ans et on peut être vedette internationale à 10 ans. Donc ça veut dire que cette espérance de croire en vous, de retrouver une estime de vous, une fierté de vous, qui est le contraire de la culture française où on cherche à vous piétiner sur votre échec et à faire en sorte que vous obéissiez avec un sentiment permanent que l'unité, c'est l'uniformité, le numérique nous permet de pouvoir gérer l'unicité et la diversité, de pouvoir faire en sorte qu'on s'enrichisse des différences plutôt que de stigmatiser les différences. Et l'aventure humaine,
c'est grâce à cette notion de fragilité de la nature et de l'humain, on ne se bat que pour ce que l'on a peur de perdre. Et ce que l'on a peur de perdre, c'est ce à quoi on accorde une fragilité, d'un amour, d'un emploi, d'un territoire. Et cette notion de fragilité fait que cet formidable miracle que nous offre le numérique de repousser les frontières doit nous préoccuper en permanence. Quelle est ma capacité d'intelligence que je peux mobiliser et que le numérique et le robot numérique me permettent d'avoir pour faire en sorte de pouvoir me sentir responsable de la planète, avoir une conscience internationale et me sentir responsable de l'autre. Moi, je souhaiterais que nous ne considérions plus les incendies américains, l'avancée du sable en Afrique, les vents pékinois comme un fait divers, mais qui m'interpelle en disant, dans mon comportement, qu'est-ce que je dois changer pour me sentir responsable de l'autre, même si je ne l'aime pas? Et vous voyez bien que si vous n'avez pas cette formidable vision d'un projet de société que vous autorise le numérique, en augmentant votre qualité de vie, en faisant en sorte qu'on va donner du temps à votre vie, en réalité, vous inversez les choses. Ce n'est pas le temps que vous allez accorder à votre vie de vivre jusqu'à 40 ans qui sera important, c'est quelle est la vie que vous donnez au temps. Quelle est la densité du moment que vous vivez? Quelle est la responsabilité que vous voulez exercer? On ne pourra pas construire de responsabilité collective sur des irresponsabilités individuelles. Et c'est pour ça que je voulais que la région des Hauts-de-France, et je sais que c'est l'ambition du président, soit exemplaire en termes d'expression de l'intelligence, parce que notre école mathématique est reconnue dans le monde entier. Mais comme le disait Dan, en réalité, pour investir et se développer, il faut aller à l'étranger, parce qu'en France, toute l'intelligence politico-administrative, c'est de vous expliquer comment on ne peut pas faire, pourquoi on ne peut pas faire, et non pas comment on peut faire. Et c'est là où on peut rêver demain. On a des maisons de retraite qu'il va falloir fermer parce que le département n'a plus d'argent. Mais la question est simple, on a des niveaux de retraite à 800 €, on a des maisons de retraite à 2200 €. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une maison de retraite à 800 €? Si on se pose la question, la bonne question, on aura la bonne réponse. Or, le numérique nous invite à l'impertinence, nous invite à l'innovation, nous invite à la contestation positive. Mais si le système politico-administratif consiste à juger qu'il y a des questions insupportables parce qu'elles nous remettent en cause, et que si en plus, par des nouvelles méthodes pédagogiques, vous mettez en cause l'échec du système, si le système est stérilisant, l'innovation viendra des territoires, l'impertinence sera créatrice, et à ce moment-là, libérons l'intelligence collective. N'ayons pas peur de l'intelligence des peuples. Quand on donne au peuple le moyen d'être intelligent, il est intelligent, vous le prouvez ici, à Saint-Quentin. Bonne chance à tous. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul Delevoye.